allô, Pizza Galassia, j'ai pas le temps de vous faire sur Internet. Bonjour, bienvenue au deuxième jour de NIF Extended et deuxième jour donc du symposium Imaging the Future qui en fait permet d'explorer les nouvelles images, les images digitales, numériques, les avancées et les nouveautés par rapport à l'exploration des univers fantastiques dans tout format confondu et nous sommes particulièrement heureux de vous présenter cette conférence ce matin car c'est une conférence c'est une thématique qui infiltre pas mal de propositions du festival cette année. Donc l'horreur Internet. Qu'est-ce que l'horreur Internet? J'ai fait quelques interviews pour le festival, pour présenter cette 24e édition du festival. Et j'ai réalisé que c'était une notion assez difficile à définir. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant probablement, car on pourrait dire que l'horreur Internet est liée beaucoup aux émotions, une certaine nostalgie, l'horreur, la peur évidemment, l'effroi. Et nous avons quelques invités aujourd'hui qui sont très intéressants et qui vont vous parler vraiment, qui se sont plongés, qui sont toujours plongés quelque part dans des backrooms et des espaces liminaux et qui vont vraiment débattre et discuter de ce sujet qui est vraiment fascinant. Donc nous avons ce soir, je suis à 23h dans un liminal space. Là, Mélanie Courtina, qui est une artiste et fondatrice de la résidence Residence Evil, qui a eu lieu, dont la deuxième édition a eu lieu en février à Genève, et dont nous allons présenter aussi quelques œuvres à la Villa. Si vous voulez, après, vous pouvez aller pendant toute la semaine voir les œuvres qui ont été tirées de cette résidence qui est absolument fascinante. Donc Mélanie Courtina, Yatoni Roy Cantu, qui est son comparse et qui a aussi, lui, développé cette résidence avec les artistes. Le très mystérieux Obscuria, YouTuber, qui explore, qui plonge à nouveau dans les backrooms et l'horreur Internet, et que nous avons la chance d'avoir ici. Peut-être qu'il va transformer la pièce en espace liminal, on y est déjà presque. Et le tout modéré par notre cher Boris Bruckler, que vous connaissez bien à NIF Extended, et qui va essayer de tisser des liens avec toutes ces thématiques. Nous avons aussi, au niveau des films, au niveau de la proposition cinématographique, un film notamment qui s'appelle I Saw the TV Glow, qui passe ce soir et encore plus tard dans la semaine, qui est en compétition internationale et qui est très connecté à ce genre de thématique. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller le voir. Et un autre film aussi connecté au gaming et aux espaces, une espèce d'espace d'évasion au niveau d'Internet et d'avatars, de personnages différents, qui s'appelle It's the Night, qui passe aussi ce soir. Donc c'est vraiment des liens que nous tissons beaucoup dans la programmation. Nous sommes très heureux. Donc je vais laisser le plancher à Boris et à nos invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à toutes et tous d'être là. Merci surtout à vous, bien sûr. Merci à vous. D'être présent avec nous. C'est vraiment un très très grand plaisir, comme l'a dit Pierre-Yves Alder, parce que c'était un moment qu'on réfléchissait à ce genre de thématique. Donc je suis vraiment extrêmement heureux que vous soyez avec nous présents aujourd'hui pour cette section du NIF. Alors je vais faire peut-être juste une petite présentation générale de chacun des invités. Je vais commencer par vous, Mélanie Courtina. Donc, vous êtes diplômée en game design à l'ECAL, vous êtes également enseignante pour cette école en histoire du jeu vidéo, créatrice de jeux vidéo, et vous créez également des œuvres qui utilisent les nombreuses opportunités offertes par les nouvelles technologies. On va y revenir. Puis parmi vos œuvres, on peut notamment citer Tanlands, c'est un walking simulator, un jeu où on se déplace, un walking simulator très poétique dans un univers pour assimiler rapidement au médiéval fantastique. The Siren, qui est un jeu que j'ai trouvé moi mélancolique mais réflexif sur l'idée de quête dans un jeu, ou alors également Cooking for William, qui est un visual novel où on bascule dans le fantastique avec un personnage qui s'adresse directement aux joueurs et aux joueuses et un personnage qui ne veut pas disparaître. Yatoni,
Vous êtes musicien, vous avez fait de nombreuses compositions, notamment pour les films. Vous êtes également cinéaste, récemment développeur de jeux vidéo, ça c'est tout nouveau. Vous êtes également diplômé de l'ECAL et il se trouve que, si j'ai bien compris, vous étiez colocataires les deux pendant un moment, ce qui crée aussi des liens artistiques. Et vous avez collaboré sur le Walking Simulator Ten Lands, où vous avez composé la musique, d'ailleurs musique qui est parue sur un album. Donc c'est un mariage en fait entre le jeu vidéo et la composition musicale, un mariage très heureux d'ailleurs. Puis parmi vos œuvres, on peut notamment citer Censored Video, c'est une œuvre vidéo sur une visualisation de scènes de crime avec une esthétique à la fois hyper censurée et donc d'autant plus évocatrice. En tout cas, je trouve que ça provoque des émotions très, très différentes. Votre projet tout récent, The Past I Can Hear, et pas The Pasta I Can Hear, The Past I Can Hear, un jeu qui utilise vraiment le son comme matière de jeu et matière de réflexion peut-être même autour du jeu vidéo. Et vous êtes tous les deux, donc, comme Pierre-Yves l'a souligné, à l'origine de la résidence d'artistes Residence Evil. Alors merci pour la recherche sur Internet, ça ne rend pas les recherches faciles. Residence Evil, à l'abri de Genève, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Enfin, Obscuria. Vous êtes un youtubeur français qui a lancé en 2020 la chaîne YouTube, donc Obscuria. C'est une chaîne qui se consacre à l'exploration des recoins sombres d'Internet, avec à la fois des vidéos sur des histoires qui sont bien réelles, comme celle de Cicada 3301, on va y revenir, ou sur, par exemple, de vrais faux tueurs à gages sur le dark web, mais également des vidéos plus analytiques sur des œuvres marquantes de l'horreur sur Internet, notre thématique du jour, comme This House Has People in It, une œuvre absolument terrifiante que je vous recommande, ou alors des explorations de mondes virtuels abandonnés. Voilà un petit peu pour la présentation, j'espère avoir pas dit trop de bêtises. Non, parfait. Parfait. Je vais commencer avec vous, Mélanie Courtina et Yatoni. Qu'est-ce que c'est cette résidence d'artistes, Residence Evil? C'est quoi? C'est où? Qu'est-ce qu'on y produit? Qui veut se lancer? Allez-y. Résidence Evil, c'est une idée qui a germé il y a déjà de ça 2-3 ans dans notre tête, où on est déjà en fait on est artiste, mais aussi on est avant tout fan d'horreur, de culture horreur et jeux vidéo et Internet. On a été spectateurs et nous avons eu envie en fait de faire en fait de participer à cette culture et de faire participer. Et de là est venue l'idée en fait de créer du coup une résidence qui avait d'abord commencé par on se réunit dans un Airbnb et avec nos amis, etc., sous la forme de game jam. Et on a essayé ensuite, grâce à l'Abri à Genève, qui est du coup une résidence d'artistes aussi, une sorte de créer une méta-résidence, une résidence dans la résidence, où on réunit des artistes plutôt du numérique, du cinéma, autour de la question de l'horreur, et en particulier de l'horreur Internet, avec l'idée qu'on devait donner quelque chose à Internet en termes d'horreur. Donc 10 artistes par résidence, sous forme de game jam ou de jam de manière générale, et tout ça dans l'espace de 1 semaine, dans un bunker. Une bonne façon, c'est un petit peu comme pour les papes, enfin vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas produit quelque chose et qu'il n'y a pas la fumée blanche. On est enfermé. Et non, oui. Vous pouvez préciser peut-être ce que vous entendez par game jam? Alors game jam, c'est-à-dire qu'au premier jour, les artistes se voient attribuer un thème, et la première résidence du coup c'était le thème de l'abri, parce que voilà, l'abri nous prêtait le lieu, et on était dans un bunker. On s'était dit que c'était un thème qui pouvait donner beaucoup d'imaginaire horrifique. Le deuxième, du coup, c'était de Internet is too big to be good. Ouais. Désolé pour l'accent. Et du coup, ils se voient donner un thème, et ils ont une journée pour se créer des groupes ou décider de faire un projet individuel. Et ils ont 1 semaine ensuite pour développer quelque chose
de plus ou moins finis, on l'espère, pour Internet. Et sur des questions vraiment de qu'est-ce qui nous fait peur, des choses très introspectives, on espère. Oui, c'est vrai, dans vos œuvres, on remarque qu'il y a effectivement, j'y reviendrai, mais un aspect très introspectif, mais peut-être pas introverti, justement. Mélanie Courtina, est-ce que vous voulez apporter d'autres précisions sur cette résidence d'artiste? On a des extraits d'œuvres, mais... Peut-être qu'on peut mettre les extraits. On peut mettre les extraits d'œuvres? D'accord. Alors on peut passer directement peut-être au premier extrait d'œuvre. Vous pouvez commenter en direct si vous le souhaitez. On commence avec Cooking for Williams. Alors, Cooking for William, c'est une œuvre auquel j'ai participé aux côtés de Nino Filiu et Pierre Moulin. Il s'agit d'une visual novel qui se présente au départ comme un jeu de cuisine. Donc un jeu tout simple où il faut cliquer sur les bons ingrédients pour cuisiner une délicieuse pizza pour son époux William. Et au fur et à mesure que le jeu avance, il est un petit peu répétitif. C'est vrai que le niveau de difficulté n'est pas très élevé. Les fichiers du jeu, en fait, se font remplacer par un jeu d'horreur, Forest of Fear, ce qui va confronter le personnage principal, cette cuisinière enjouée, joyeuse, presque naïve, à des créatures. Elle va voir son univers un petit peu se transformer comme ça. On a fait ça avec l'intelligence artificielle qui, comme souvent, se retrouve très... c'est très pratique pour générer des archétypes. On en reviendra plus tard, mais donc toutes les visuels ont été créés avec l'IA. On peut peut-être passer à l'extrait suivant. On peut directement enchaîner alors. Ça c'est la vôtre. Parce que c'est vrai qu'on a participé en tant qu'artiste aussi à nos propres résidences au début. Et du coup, là, c'est vrai que j'ai proposé en tant qu'artiste aussi de ma propre expérience de ce que c'est qu'Internet, c'est-à-dire que comme beaucoup de gens, j'ai grandi avec Internet, j'ai eu mes premières peurs avec Internet, en particulier avec les snuff movies, malheureusement, et qui ont été très traumatisantes, et j'ai voulu faire un peu quelque chose qui... pour le coup, très introspectif sur qu'est-ce qui m'a traumatisé sur Internet. Et j'ai voulu créer, parce que sur Internet, le thème c'était « The Internet is too big to be good ». C'était vraiment cette idée que sur Internet, il y a des choses qui sont cursed, des choses que tu ne devrais pas voir, et des choses vraiment qui t'attaquent. Et du coup, j'ai voulu faire une sorte d'œuvre de court-métrage qui t'attaque, littéralement, parce que c'est une vidéo menace. Et c'était une expérience que j'ai voulu faire à travers... cette résidence. Déjà, avec vos deux premières œuvres, je trouve on ouvre déjà un panel là, de l'horreur sur Internet qui est extrêmement intéressante. Je vous propose de passer à l'extrait suivant. Am I the Problem par Nino Filiu, Pierre Moulin, Benjamin Goubet, Alex Nguyen et... J'ai oublié qui Nathan Gali. C'est un jeu vidéo qui, du coup, est présenté... dans le contexte d'une Invasion à la villa juste à côté d'ici. Vous pouvez y jouer. C'est un jeu qui s'inspire de témoignages réels trouvés sur Reddit, sur les sections Off My Chest et Am I the Problem, où de nombreuses personnes viennent chercher... En fait, ils viennent confronter leurs opinions à celles des internautes de façon anonyme en ligne, mais parfois c'est plus une sorte de façon une sorte de défouloir pour comme expier quelque chose sans forcément écouter les opinions des autres. Il y a beaucoup de colère dans ce projet-là, où les résidents ont travaillé dur dans la création de plusieurs personnages, chacun inspiré de du coup vraies personnes trouvées en ligne, qui racontent aux spectateurs leurs problèmes, leurs visions, et on a la possibilité de dialoguer avec eux, mais on réalise très vite que peu importe les réponses qu'on leur donne, on ne les fera pas changer d'avis. Voilà. Une excellente morale pour Internet. Je vous remercie. On passe peut-être à l'extrait suivant. Alors ça, c'est un artiste très talentueux, Yanis, qui a fait du coup ce qu'on appelle une machinima. Je le dis bien, hein, avec les Sims 2 sur du coup un souvenir d'anniversaire. C'est actuellement
montré aussi à la Villa sur une télé cathodique, si jamais. Et c'est un court-métrage très très fort. Moi, il m'a beaucoup touché. Je suis très content qu'il soit montré. Et qui utilise superbement bien du coup, le médium du jeu vidéo pour faire du court-métrage, en utilisant le modding notamment. Moi, Yanis, je trouve qu'il y a un côté très... je sais qu'il aimerait pas que je dise ça, mais un peu lynchien, tu sais, genre... Ça parle de trauma d'enfance, même de l'esthétique du trauma, ça parle de nostalgie et de quand on est... Enfin, ouais, de probablement choses ressenties pendant l'enfance avec une espèce de mélancolie. Et il y a déjà là aussi, vous signalez déjà, il y a un détournement en fait. On utilise le jeu vidéo pour produire quelque chose de différent qui ici un court-métrage. Tout à fait. On s'approprie le moteur de jeu les Sims 2, mais c'est quelque chose avec le Machinima qu'on a vu dans beaucoup de jeux. On a beaucoup vu ça avec GTA V par exemple. Et les Sims aussi, vu qu'il y a un nombre de modes assez incalculable, ça permet de faire beaucoup de choses et du coup dans un temps réduit. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'il a fait ça en une semaine, du coup. Ouais, et puis, on a tous... enfin, je pense qu'une grande partie, si vous avez déjà joué aux Sims, c'est tout de suite très évocateur de souvenirs. Moi, personnellement, quand je vois le film de Yanis, je me souviens directement de moi qui ouvre mon ordinateur chez mes parents et pendant les vacances et qui joue jusqu'à minuit... beaucoup plus en fait. Et ça évoque tout de suite une mémoire que Yanis utilise du coup dans son film par rapport à l'enfance, que je trouve très intéressant. Et ça rend la chose d'autant plus impactante. Parce que ça un peu un Rudiman. Genre. On passe au prochain extrait. Alors, My Boyfriend Died in the Back Room de Jonathan Corin, c'est un jeu vidéo d'horreur, à proprement parler. C'est peut-être une réponse très littérale au sujet. Jonathan revisite le thème des backrooms qu'on va probablement évoquer plusieurs fois aujourd'hui et raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est coincé à l'intérieur de l'espace des backrooms avec son petit ami malade. Et il va aller chercher un petit peu la cause de ça, essayer de le guérir et affronter des créatures sur son passage. Et c'est vrai que c'est aussi important. Moi, j'aime beaucoup du coup que cette œuvre soit présentée aussi pour la raison et qu'elle soit présente dans le contexte de Resident Evil, parce qu'il utilise du coup cette mythologie des backrooms qui est open source en fait. Et ça, c'est un point que je trouve très important et que John a super bien compris. On va y revenir justement sur le backroom parce que je pense que ça concentre, en tout cas c'est très exemplaire, il me semble, de ce que Internet peut produire actuellement en termes d'horreur. Et je trouve que cette réappropriation est vraiment très réjouissante parce que tout le monde participe à quelque chose de commun autour d'une nouvelle création qui se diffuse. Tout à fait. Il se l'approprie comme une sorte à la fois de level design, de décor, mais il va intégrer ses propres thématiques d'artiste. Ça parle de relations toxiques, en fait, d'amour, de deuil, ce jeu-là. Il est aussi présenté dans la villa. Donc, allez à la villa pour aller voir ses œuvres. Est-ce qu'on en a encore un d'extrait? Non, alors c'est bon, on a fini avec les extraits. Merci pour ce rapide tour d'horizon, mais je pense qu'on comprend bien un petit peu vers où cette résidence d'artiste se dirige et quelle production vraiment absolument réjouissante. Moi, ça m'épate toujours en fait la rapidité d'exécution. Travailler comme ça une semaine et produire quelque chose de nouveau. Mais nous aussi, on est épatés par les résidents. On devait leur dire d'aller dormir parfois parce qu'il y en avait qui poussaient jusqu'à 2-3 heures du matin pour... qui était très, très, très inspiré. Et dans la suite des résidences, effectivement, on aimerait que ça soit plus long, 2-3 semaines, ça serait vraiment bien. Parce que une semaine, c'est quand même... c'est un peu intense. Mais c'est aussi, peut-être ça participe aux nouvelles créations sur Internet, où il y a une productivité qui est extrêmement grande. Et là, je pense que notre prochain invité pourra aussi nous en parler. Obscuria, merci beaucoup d'être présent. Mais merci à vous.
Alors, ma première question, elle va être un petit peu évidente, je pense. Il n'aurait échappé à personne que vous êtes masqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avant d'aborder votre œuvre? Bien, j'avais envie de rester une sorte de narrateur un petit peu voilà, inconnu, anonyme. Je trouve que c'est plus intéressant en réalité. Moi, je préfère le contenu. Je m'attache pas beaucoup en fait à la personnalité d'un créateur, plutôt ce qu'il raconte. Et puis même en général, j'ai quand même une tendance à promouvoir un petit peu l'anonymat sur Internet. Donc montrer mon visage, ça aurait été peut-être un peu paradoxal. Et aussi, je suis recherché par le FBI. Voilà, c'est plus pragmatique, mais voilà. Ça, oui. Ça... Pour téléchargement illégal. Ah bah évidemment. Évidemment. Et détournements subversifs, c'est ça? Non, juste téléchargement illégal. Voilà. C'est string. Mais donc, votre pseudonyme est le nom de votre chaîne YouTube, qui s'appelle donc Obscuria. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette chaîne YouTube? Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce que vous proposez comme contenu? On va avoir des extraits juste après, mais peut-être juste quelques mots pour commencer. Eh ben, ça a commencé, je crois, fin 2019, très médiocrement. Et puis, voilà, j'ai décidé d'apprendre un petit peu le montage vidéo, la narration, comment enregistrer une voix, etc. Et il y a quand même une thématique centrale, c'est Internet et tout ce qui est mystérieux, l'étrange. Alors, justement, ça regroupe énormément de choses. Donc, on peut parler de jeux vidéo, d'univers virtuel, à peu près tous les médiums qui peuvent provoquer, on va dire, des interrogations qui après permettent à l'imaginaire de cavalcader, et ça amène souvent vers l'horreur. Voilà, moi je me focalise un peu là-dessus. Ouais. Mais c'est toujours à partir d'œuvres liées directement à Internet, soit qui ont été créées pour Internet, soit qui sont largement diffusées sur... Il y a toujours un fil rouge d'Internet, généralement. Je pense que peut-être qu'il y a des vidéos où c'est absolument pas le cas. Mais... Il y a de l'urbex, vous faites également de l'exploration. Aussi, ouais. C'est vrai que c'est un peu moins lié à Internet. Exactement. Mais oui, non, j'essaye de raconter des histoires, en fait, tout simplement, qui, moi, me plaisent quand je les lis. Donc, j'essaye de les retranscrire et puis de faire un montage un peu visuel aussi pour dynamiser tout ça. Bah écoutez, je vous propose qu'on découvre quelques extraits. On va commencer avec This House Has People in It, une œuvre qui m'a absolument terrifié, que je vous recommande très très chaudement. On peut aller avec la première extrait. On va avoir un deuxième extrait juste après, mais tout ça est évidemment très très mystérieux. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même peut-être quelques mots sur l'œuvre? Sur l'œuvre This House Has People in It. Alors c'est à la base un court-métrage qui a été diffusé sur la chaîne américaine Adult Swim, sans aucun contexte, qui durait je crois 12 minutes. Et donc évidemment ça a attiré l'attention des spectateurs. Et on en reparlera certainement après, mais ce court-métrage s'insère en réalité dans un jeu en réalité alternée ou un ARG. Et en réalité, le spectateur va devenir un petit peu joueur et du coup avoir une démarche active et va devoir justement chercher les fragments manquants. Et en réalité, on se retrouve avec un court-métrage initial de 12 minutes, mais l'œuvre globale dure 1h30. Voilà, il y a 1h30 d'enregistrement. Et c'est au spectateur d'aller justement recoller les morceaux. Et c'est là qu'il y a une dimension jeu de piste, on va dire. Et c'est très transmédia. Il y a aussi des jeux vidéo qui ont été faits, un jeu vidéo qui s'inclut dans la narration. Et la façon aussi de raconter l'histoire, je trouve qu'elle est vraiment extrêmement moderne, parce qu'on les caméras installées qui diffusent quelque chose sur Internet qu'on retrouve après sur des sites cachés. C'est du fan footage pur, un peu nouvelle génération à l'époque où c'était sorti, mais oui, c'est exceptionnel. C'est vraiment fait avec beaucoup d'intelligence. Je vous propose un deuxième extrait qui m'a marqué. J'y repense de temps en temps le soir lorsque je dois me lever dans la nuit pour aller aux toilettes. On peut aller sur le deuxième extrait.
Ooh, well, I never. I don't play any instruments. You probably could have guessed that. Yeah. I did design the album cover. No. Yeah. What is it? Maybe it's Lost to Time. Hmm. Ce dernier enregistrement est terrifiant. Et je crois qu'on ne peut plus éviter le sujet. Qu'est-ce que cette créature pourrait bien être? Quel lien pourrait-on faire entre cette terrible apparition et tous les autres enregistrements? Eh bien, je pense que c'est votre imagination qui va devoir faire les liens manquants entre tous ces éléments. J'y reviendrai plus tard quand je vous donnerai mon interprétation de ces enregistrements. Mais d'après moi, cette créature symbolise la terreur qu'Anne et Tom éprouvent vis-à-vis d'une maladie imaginaire, qu'ils considèrent pourtant comme bien réelle. Parce qu'en effet, This House Has People in It aborde un thème trop peu exploité dans les œuvres audiovisuelles actuelles, la perception. Et plus spécifiquement, notre perception en tant que spectateur. Ah, je trouve cet extrait très intéressant, déjà parce que c'est une scène qui moi me fait vraiment très très peur. Ah oui, L'invasion, la home invasion comme on l'appelle, je sais que c'est une thématique qui est très porteuse. Et en plus, je trouve que cette séquence symbolise assez bien ce que peut produire aujourd'hui Internet en termes d'horreur. Parce que c'est une vidéo qui a été créée dans ce but-là, mais en plus, vous l'analysez. C'est-à-dire qu'il y a une couche supplémentaire analytique qui tente de donner un sens à tout ça, et c'est quelque chose, on a un tout petit peu évoqué ça lors de la conversation précédente, qui n'était pas possible il y a encore 20 ans. Il n'y avait pas cette possibilité d'analyser aussi simplement ce type. C'est surtout que, comme ces œuvres-là sont très fragmentaires et disséminées un peu partout sur plein de médias différents, c'est intéressant. Tout le monde n'a pas le temps d'aller faire ses recherches, et puis il y a toujours le risque de tomber, de passer à côté de quelque chose. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a toute une espèce de niche de youtubeurs maintenant qui récapitulent. Et après, c'est vrai qu'on se permet également de donner notre avis, parce que là, c'est quand même très cryptique. Donc c'est vrai que généralement, il faut quand même essayer d'expliciter, même si évidemment, mis à part l'auteur en lui-même, personne ne peut vraiment se prononcer. D'ailleurs, lui-même a dit que tout avait été fait d'une manière très abstraite pour que vraiment, justement, l'interprétation soit ouverte à 100% pour tout le monde, quoi. Donc, Merci. Je vous propose de passer maintenant à une autre vidéo, celle autour de Cicada 3301. Alors, il y a deux extraits qui se ressemblent un petit peu, mais je trouve qu'ils ont deux approches légèrement différentes que je trouve intéressantes, et qui est aussi une autre forme de fantastique, de mystère que l'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. On peut passer à la prochaine vidéo. Bonjour. Nous cherchons des individus très intelligents. Pour les trouver, nous avons conçu un test. Un message se cache dans cette image. Trouvez-le et il vous mènera sur la voie pour nous trouver. Nous sommes impatients de rencontrer les quelques personnes qui réussiront à faire le chemin jusqu'à nous. Bonne chance. Alors, une première remarque, quand on présente ça comme ça, on a l'impression que c'est le début d'une série B un petit peu cheap, qui veut essayer de faire du mystère à peu de frais. C'est une histoire vraie. C'est ça qui est fascinant. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'estime que quand même rares sont les fois où sur Internet, on soulève une pierre, on se dit tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Généralement, c'est quelque chose qui a été prévu, scénarisé. Voilà, c'est pour créer du mystère volontairement. Là, on est peut-être face à un des rares cas où c'est pas du tout ça. Ça n'a pas été fait de manière, pour divertir qui que ce soit, mais vraiment pour recruter des individus. Voilà, donc des gens très très compétents en cryptographie, etc. Et oui, c'est fascinant quand finalement il y a vraiment quelque chose derrière, un fait étrange. Voilà. Et du coup, oui, là on n'est pas sur de la fiction, selon moi. Ouais. Non, alors, en tout cas, toutes les preuves sont là pour vous dire que c'est pas de la fiction, priori, mais il y a toujours ce soupçon
Comme c'est tellement étonnant qu'on se dise ça ne peut pas être réel. Ça peut pas être réel. Après, évidemment, il y a une mise en scène, même de la part des gens qui ont posté ce message. Il y a quand même une esthétique derrière pour rendre la chose attrayante et étrange quand même. On va pas se mentir. Peut-être le deuxième extrait, s'il vous plaît. Merci. Donc après une très longue journée et le goût amer d'avoir perdu son titre de champion qu'il avait remporté l'année précédente, Joël décide de rentrer dans son petit appartement dans le centre d'Uppsala. Mais ce soir-là, impossible de dormir. Il allume son ordinateur portable et commence à scroller sur 4chan. Il scrolle encore et encore. Et comme le sommeil ne semble pas venir, il s'enfonce petit à petit dans un océan de posts n'ayant aucun lien les uns avec les autres. Tout semble tellement aléatoire sur cette plateforme qu'au bout de quelques minutes, il ne fait même plus attention à ce qu'il est en train de regarder. Son esprit est ailleurs. Il pense au podium qu'il a loupé quelques heures plus tôt. Et puis, à un moment, ses yeux se posent sur un étrange post. Une image représentant un bloc de texte qui dénotait suffisamment des autres pour que son attention revienne. Ce message, le voici. Bonjour. Nous cherchons des individus très intelligents. Pour les trouver, nous avons conçu un test. Un message se cache dans cette image. Trouvez-le et il vous mènera sur la voie pour nous trouver. Nous sommes impatients de rencontrer les quelques personnes qui réussiront à faire le chemin jusqu'à nous. Bonne chance. Et c'était signé 3301. Les yeux cernés de Joël balayent les lettres blanches inscrites sur ce fond noir. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et c'était parti. Joël venait d'embarquer, sans trop le savoir, dans un gigantesque bourbier qui allait vampiriser l'essentiel de son temps libre pour les prochaines années à venir. Voilà, donc c'est pas une œuvre de fiction. Non, du tout. Moi, j'ai vraiment la conviction que c'était réellement des gens qui voulaient recruter des techniciens de très haut niveau. Mais c'est vrai que l'histoire est absolument merveilleuse. Et puis, je trouve que vraiment, elle illustre bien l'ère d'Internet, en réalité. Et surtout, je parle de 4chan, là, rapidement. Oui. Il y a beaucoup de choses bizarres sur 4chan. Pour préciser ce que c'est... Oui, 4chan, du coup, qui a été, on va dire, une sorte de proto-réseau social, enfin, une sorte de forum, à moitié éphémère, avec très peu de modération, et avec énormément de débit, parce que c'était très, très populaire. Et voilà, il y a beaucoup de choses étranges, mais il y a peu de choses qui ont été postées sur 4chan dont on parle encore 15 ans après, et ça, c'est le cas, donc c'est passionnant. C'est aussi sur 4chan qu'a été postée la première photo des backrooms, il me semble. Exactement, oui. Ouais. Alors, on peut peut-être évoquer maintenant tous ensemble, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ces aussi des backrooms, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose qui concentre, un peu comme Cicada 3301, cette fameuse, on va pas dire œuvre, mais ce projet. Ouais. Voilà. Peut-être quelques mots sur les backrooms qui voudraient se lancer sur cette thématique. C'est toi le pro. Ok. Donc les backrooms, donc ça part d'une image un petit peu mystérieuse d'un espace liminal. Donc il y a un endroit, c'est dur de définir exactement ce que c'est, mais un endroit vide, complètement dépouillé, qui a perdu son utilité première. Donc là, en l'occurrence, j'imagine que tout le monde voit à peu près, mais c'était une sorte de couloir avec un papier blanc, jaune, voilà. Et donc il y a eu cette image qui a fait énormément parler d'elle parce que ça a provoqué chez les gens un sentiment un peu de nostalgie, voilà. Et puis quelques années après, pas mal de jeunes artistes, notamment un qui s'appelle Kane Pixels, a décidé de faire un court-métrage entièrement fait sur l'Unreal Engine, dont on parlera certainement tout à l'heure aussi. Donc vraiment tout seul, il a fait ça dans son coin. Et ça a littéralement retourné Internet parce que c'était vraiment d'une inventivité et d'une créativité assez rare. C'était hyper bien fait. Et c'est devenu complètement culte. Et maintenant, il y a des jeux vidéo. Il va y avoir un film, d'ailleurs, avec A24 a gardé justement le créateur original du premier court-métrage et l'a inclus. Il va réaliser, en fait, à Hollywood. Donc, c'est super. C'est super, non ? Ça commence à se répandre et c'est assez iconique, je pense, de cette décennie sur Internet. Ouais. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, on l'a évoqué précédemment, c'est que Ken Pixel, lorsqu'il a produit cette première vidéo, avait 16 ans. Oui. Et il a créé une œuvre à 16 ans qui restera. Qui restera. C'est très impressionnant. Alors maintenant qu'on a fait un tour vraiment très très rapide de ce que permet un petit peu le fantastique et l'horreur sur Internet, c'est presque infini, mais enfin voilà, on commence par là.
tous les trois, en fait, vous travaillez sur l'imaginaire et notamment sur le fantastique, mais aussi sur les nouvelles formes que permettent les nouvelles technologies, Internet, les outils numériques gratuits, le jeu vidéo. Alors, je voulais vous demander, en fait, qu'est-ce qui vous attire, vous, en tant qu'artiste, dans ces nouvelles formes et dans ces nouveaux outils? Parce que finalement, le fantastique, ça fait très longtemps qu'il existe, sous différentes formes, évidemment, mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe autour de ces nouvelles technologies, autour d'Internet, autour de ces nouveaux outils. C'est une vaste question qui a envie de se lancer. Mélanie Cortina, Yatani? C'est une bonne question. Merci. Dans le sens, on parlait de Ken Pixel. Je pense qu'il y a d'une part une démocratisation des moyens techniques qui permet de créer de nouvelles œuvres. Moi, je me rappelle qu'il y a tout qui a beaucoup changé. J'avais essayé Blender quand j'avais 11-12 ans. Et j'ai pas tenu très longtemps parce que Blender, c'est un logiciel de modélisation 3D open source qui est assez majeur pour tout ce qui est 3D. Et puis à l'époque, c'était terrifiant. Genre fallait être très bon en maths, en géographie. C'est ça l'horreur Internet. Et maintenant, ça a été démocratisé, l'interface, etc. C'est devenu... moi, je peux y arriver, je peux commencer à faire des choses. Et c'est pareil pour Unreal Engine, c'est pareil pour faire de la musique. C'est un moteur graphique. Hein. Unreal Engine, c'est plutôt pour faire du jeu vidéo, tout ce qui est interaction. Et du coup, ça rend, je trouve, notre époque extrêmement... moi, ça m'enthousiasme énormément, dans le sens où justement, en particulier dans l'horreur, il faut savoir que c'est un peu un ressenti, mais j'ai l'impression que la plupart des auteurs d'horreur, ils sont mineurs presque. Ils ont entre 16 et 20 ans. Et Ken Pixel est très représentatif de ça, parce que c'est une génération qui est née avec Internet, qui a eu les outils d'Internet et de création Internet, et qui sont surdoués, en fait. Et on va voir comment cette génération grandit, mais ça va être ouf. C'est très prometteur, ouais. Mélanie Cortina, peut-être? De mon côté, je pense que j'ai effectivement grandi... Bon, j'ai 30 ans, mais j'ai quand même grandi avec Internet. Malheureusement, je n'avais pas la possibilité de rester très tard le soir, parce que mes parents ne me l'autorisaient pas. Mais du coup, ni à jouer aux jeux vidéo trop. Mais c'était un médium qui m'inspirait énormément. À la base, c'était du divertissement, et ensuite, quand j'ai eu des envies de créer, en fait, je ne me suis pas tant posé la question de l'outil. J'ai fait, à l'époque, ce qui semblait être le parcours classique pour faire de l'art. J'ai pris des cours de dessin, j'ai essayé le fusain, j'ai essayé la peinture, la sculpture. J'ai détesté, en fait, tout ce qui se faisait, et j'étais médiocre. Même avec beaucoup d'efforts, tout ce qui se faisait avec les mains, j'étais pas à l'aise, alors que derrière un écran d'ordinateur, je me sentais vachement à ma place. Et j'ai commencé toute seule grâce à, même à l'époque, des tutoriels trouvables en ligne, des forums en fait où on se partageait un petit peu des astuces avec Photoshop qui se craquait déjà à l'époque. Et j'ai commencé à créer à la base plutôt des sortes de montages, et ensuite des proto jeux vidéo, jusqu'à découvrir une formation qui mêlait design et numérique. Et du coup, ma pratique s'est jamais écartée des outils numériques. C'est natif, en fait, numérique. Mais est-ce que vous pensez que ces outils, en fait, ont apporté une nouvelle façon de raconter le fantastique, de proposer du fantastique, de l'horreur, ou alors c'est simplement certes une forme nouvelle, mais ça ne change rien sur le fond? Tu peux. Moi, je trouve que... Alors, bon, évidemment, la narration reste la narration, mais sur la forme, il y avait un sous-genre, enfin le found footage. Moi, j'ai l'impression que tous ces nouveaux outils, justement, redonnent un petit coup de boost, un petit coup de jeunesse à ce genre qui commence à être un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire une VHS... Donc les found footage, c'est des œuvres qui utilisent des images volées ou retrouvées et qui nous proposent un montage réaliste. C'est ça, en essayant de brouiller, on va dire, la frontière entre réalité et fiction.
Et moi, maintenant, il y a un nouveau sous-genre qui est le screen footage aussi, donc il y a de plus en plus de films faits comme ça, justement. Alors, à la fois, c'est fait par des webcams, enfin, capté via webcam, mais aussi avec beaucoup, justement, d'effets spéciaux, d'Unreal Engine, etc. Et moi, je pense que quand même, ça apporte quelque chose d'un point de vue formel. Voilà. Après, sur la manière de raconter, bon, c'est autre chose, mais ouais, du point de vue formel, ouais. Il y a quand même quelque chose qui revient, je trouve, assez fortement à nous, justement avec les screen footage ou le found footage, c'est-à-dire que c'est plus un film un peu extérieur à nous-mêmes qu'on regarde, mais c'est une horreur qui commence de nous toucher de manière directe. Ben ouais, mais par exemple, on passe en moyenne, je pense, 8 heures par jour devant un écran. Maintenant, Internet, c'est nos vies. C'est plus que d'aller se promener en forêt pour beaucoup de personnes. Donc oui, c'est normal que ça nous touche, parce que c'est vraiment notre quotidien depuis déjà quelque temps. On a un rapport hyper intime avec les appareils qui nous permettent d'aller sur Internet. Nos téléphones, c'est une extension de nous. On dort parfois avec, sous prétexte que ça nous réveille ou quelque chose comme ça. On s'endort avec. Enfin, c'est si proche de nous que effectivement, ça nous touche autrement que dans une salle de cinéma. Stephen King a beaucoup travaillé, notamment sur les objets du quotidien, sur la voiture, sur une machine à écrire qui devient diabolique, sur une laverie également pour les vêtements. Enfin, donc voilà, quand il y a un objet qui est proche de nous, c'est sûr que ça a un impact différent que quelque chose de très très éloigné. Ouais, l'intrusion dans le quotidien. Enfin, je sais que personnellement, par exemple, les thématiques qui me terrifient le plus, c'est quand ça se passe dans une maison. Parce qu'on va dire, quand une bande de jeunes se dit « Ah, si on allait visiter cette forêt, il paraît qu'il y a une sorcière », moi je n'irai jamais. Je ne veux pas mourir, je n'irai pas. Du coup, j'ai pas peur parce que ça ne me touche pas. Par contre, quand c'est des esprits qui viennent te hanter chez toi, là, ça fait peur. Parce que peut-être. Et à ce moment-là, ouais, l'intrusion de l'intime, le safe space violé, en fait, qui se brise en morceaux, ça, c'est terrifiant. C'est une des thématiques de This House. Complètement, oui, bien sûr. Le voyeurisme aussi. Qui est d'ailleurs tout à fait utilisé, valorisé par Internet. Évidemment. Voir les autres, de voir la vie des autres. D'où le masque. D'où le masque. Alors je change un petit peu d'angle, mais il m'a semblé, en tout cas moi, lorsque je me suis intéressé à vos œuvres respectives, qu'il y a une certaine idée que j'ai perçue de la mélancolie, de la contemplation, parfois même du vide, de la mise en scène du vide. Alors je pense par exemple aux explorations par Obscuria de mondes virtuels abandonnés ou à votre œuvre The Siren, Mélanie Courtina. Et ma question serait la suivante. Est-ce que vous recherchez parfois une forme d'anti-spectaculaire, d'anti-climax, d'un retour un petit peu à l'intime, à la contemplation, quelque chose qui n'explose pas forcément devant les yeux? Mélanie Courtina? C'est vrai que je traite beaucoup de l'émotion, de l'intime. Il y a un côté très très mélancolique à mon travail sans que je ne me l'explique. Et de douceur aussi, je trouvais. Tant mieux. Oui, Pourtant, moi je pleure quand je regarde ce que je fais parfois, parce qu'évidemment, il faut bien commencer par se toucher, que ça te touche toi-même. Je pense pas que je fuis le spectaculaire, je dirais juste que c'est pas forcément ce que je recherche. Dans mon travail, du coup en l'occurrence, je parle de cette partie de mon activité dans laquelle je vais créer du jeu vidéo, en tout cas des œuvres sur lesquelles j'insiste, qu'il s'agit de jeux vidéo, que je vais amener dans des espaces d'art, des galeries, des musées, des artist run space. Et du coup, c'est penser le jeu vidéo un petit peu autrement, c'est penser le jeu vidéo pour un espace de musée. Mon expérience du jeu vidéo, elle est très intime. Je joue pas forcément à des jeux en ligne. C'est-à-dire que quand je joue à un jeu, je suis le personnage principal, je roleplay dans ma tête le truc. Et je joue dans mon salon sans personne. C'est ma manière, en tout cas, d'expérimenter le jeu. Et du coup, j'imagine que ça se sent quand je cherche à le partager dans un espace d'exposition, qui est moins un espace solitaire. Mais on ne peut pas s'empêcher de retrouver ce que moi j'aime dans le jeu. Et c'est tout à fait réjouissant, je vous le confirme. En tout cas, moi j'ai vraiment senti cet aspect-là, et ça provoquait une expérience un petit peu différente de ce qu'on attend d'habitude du jeu vidéo. C'est vrai que je suis habitué à des jeux AAA où ça fait pif pouf partout.
Et, En et là, c'est l'occurrence, notamment le cas. déjà, la fin justifie les moyens justifient la fin, on va dire à ce moment-là. J'ai pas le budget d'un triple A, donc je vais pas essayer de faire un truc aussi bien. Le triple A, ça veut dire un blockbuster du jeu vidéo. Voilà. Ouais, je pense que quand on a on voit ça, il y a des films super qui font ça, il y a des jeux super qui font ça. Quand on n'a pas les moyens de ses ambitions, autant de revoir ses ambitions avec quelque chose de plus minimaliste pour raconter une autre histoire qui est tout à fait valable, mais qui aura pas effectivement. Mes jeux ne vont pas durer 80 heures, mais aussi parce que s'ils s'expérimentent avant tout dans un espace d'exposition, les gens n'ont pas 80 heures. Il y a même une blague dans The Siren qui à un moment, il dit de ramasser 600 coquillages sur la plage pour te punir. Si tu dis au narrateur que tu trouves le jeu un peu facile, il te dit bah vas-y, ramasse 600 petits trucs sur la plage. Et il y a une blague qui dit voilà, non mais c'est impossible, de toute façon, enfin, le musée ferme à 18h. Donc de toute manière, je ne peux pas, vu le contexte, faire des jeux qui durent tout ce temps. J'ai pris cette option-là, voilà. C'est vrai. Ouais. Je suis un vieux joueur. Je suis d'accord de ramasser 600 coquillages. Un XP par coquillage. Malheureusement, dans ce type chez soi, c'est très facile. C'est envisageable de ramasser 800 graines coquilleries dans un Zelda. C'est plus complexe de faire ça dans un espace d'exposition. Du coup, on sort un petit peu de l'horreur Internet, effectivement. Mais c'est plus des questions de médiation, de comment tu montres du jeu vidéo dans un espace de musée à des gens qui n'ont jamais tenu de manette de leur vie. À un public qui a peur, en fait, de prendre... Parce que c'est pas forcément leur génération, d'après eux. Enfin, même, ça veut rien dire, ça. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Tout le monde joue, en plus, aujourd'hui. Tout le monde a des prétextes pour aussi ne pas jouer. J'ai pas le temps. Par contre, j'ai le temps de regarder une série sur Netflix durant 11 saisons. Mais du coup, c'est d'autres enjeux, effectivement, que la durée de vie. Donc, c'est plus d'expériences courtes. Yatani, aussi, je me tourne vers vous concernant cette question de l'anti-spectaculaire, ou plutôt de l'aspect contemplatif. Comment est-ce qu'on compose une bande-son contemplative? Sur quelle base, avec quel rythme? Comment est-ce que vous arrivez à jouer avec le jeu et avec le vide, avec le plein? Parce que c'est quand même un angle très particulier. Il ne s'agit pas d'une marche militaire. Là. Est-ce que vous avez pu proposer, notamment par exemple pour le Walking Simulator que vous avez réalisé ensemble? Je suppose que ça part de mon émotion de base, je suppose. Mais dans tout que ce soit quand je fais des films, que je fais de la musique ou maintenant du jeu, je crois que ça part d'une émotion puis ça, je sais pas. Je sais pas exactement. C'est un processus un petit peu mystérieux comme ça. Oui. Ça devient réflexif après. Et puis je réarrange. C'est vrai que c'est très intuitif. Parce que je crois que vous avez une collaboration qui est quand même très très productive. Il fait la musique de tous mes projets. Tout simplement. D'ailleurs, le jeu que tu mentionnes, Tenland, c'est lui qui a fait la musique en premier. Oui. L'album est sorti avant et ensuite j'ai fait les images en fonction de la musique. C'est dans ce sens-là que ça s'est passé. D'abord, c'est à partir de la musique que le jeu s'est construit. Ça c'est une démarche qui est vraiment intéressante parce que d'habitude c'est l'inverse. Et souvent c'est le cas, mais effectivement la collaboration est très évidente entre nous. Parce que je le justifie souvent parce qu'on a un peu grandi ensemble, du coup on a les mêmes références. Du coup quand je lui dis ah ouais le truc là avec le machin, il dit ah oui bien sûr. Une sorte de communication comme ça. Mais ouais, généralement, j'exprime visuellement ou avec des termes pas du tout musicalement corrects l'émotion, et il arrive à le traduire facilement. C'est un sacré talent, bravo, parce que réussir à traduire une émotion musicalement, c'est... Je sais pas. Je vous le dis, c'est un joli défi, un défi largement relevé. Je prends peut-être maintenant un aspect un peu plus global qui vous concerne tous les trois, c'est l'aspect assez méta et assez autoréflexif de ce que vous pouvez faire, parce que vous avez aussi tous une réflexion sur vos propres productions. Peut-être vous auto-commentez, ou en tout cas vous commentez des productions d'autres. Alors pour la chaîne YouTube, c'est évident. Mais je sens qu'il y a aussi une réflexion sur ce que vous faites aussi, vous, à travers de cette chaîne. Dans votre œuvre vidéoludique, c'est évident.
quand le jeu vidéo s'adresse directement en fait, aux joueurs, évidemment que ça provoque quelque chose de différent que si on reste quelque part externe à tout ça. C'est quoi votre rapport en fait à vos différentes œuvres, par exemple aux jeux vidéo ou aux mystères sur Internet? Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez d'ailleurs premièrement de manière très directe et vous posez une réflexion, par exemple comme pour la musique, ultérieurement, ou c'est vraiment une démarche qui est immédiate au travers de vos productions, dire ok, je vais réfléchir sur ce que je suis en train de faire et le dire? Qui veut se lancer? Dans mon cas, c'est tout à fait le cas. C'est effectivement une démarche très assumée qui est que effectivement j'utilise les outils du jeu vidéo, des moteurs comme Unity ou Unreal, pour créer des œuvres que je considère être du jeu vidéo, tout en réfléchissant sur le médium en lui-même et des mécanismes aussi beaucoup qui composent le médium. Je suis très très intéressée par la notion de out of bounds, quand on sort des limites de la map du jeu. Et l'émotion en fait que ça procure aux joueurs. Pourquoi en fait il y a cette fascination des joueurs pour essayer de passer à travers un trou, un collide de rochers qui n'aurait pas été bien placé, histoire de pouvoir aller sous la map et découvrir ce qui n'est pas censé, ce qu'on n'est pas censé voir. C'est d'ailleurs une des essences des backrooms, hein, le fait oui, de c'est ça. glitcher. No-clipper, ouais. No-clipper, pardon. Mais de manière générale, je trouve que c'est très intéressant. Moi, je pars du principe que tout, quand on fait un objet, généralement, on parle du médium tout le temps, d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément toujours évident, mais il y a toujours une partie où on parle un peu du médium. Et sur Internet, tout ce qui est vraiment, que ce soit toi sur YouTube ou The House Has People in It, etc., il y a toujours vraiment un truc très réflexif quand on parle d'horreur Internet. Quand on regarde les œuvres, ça parle d'Internet à chaque fois. Et c'est toujours vraiment, pour ceux qui aiment Internet, c'est toujours intéressant de l'analyser, ce que tu fais très bien d'ailleurs. Parce qu'il y aurait peut-être une réflexion là-dessus, sur ce côté très auto-réflexif de ces œuvres. Pour ce qui est de ma chaîne YouTube, oui. Alors après, évidemment, c'est juste décrypter, contempler les œuvres des autres. Donc, de ce point de vue-là, oui, moi, ce qui me plaît, c'est justement d'essayer de creuser, de connecter, de référencer un petit peu tout ça. Et puis, voilà aussi. En fait, moi, je pense que les vidéastes sur YouTube, on ne sert pas forcément à grand-chose, mais en tout cas, c'est quand même bien de mettre en avant, on va dire, des petites pépites un petit peu méconnues. Et puis justement, après, nous, on essaye de garnir ça avec, entre guillemets, notre culture Internet, notre pop culture Internet, pour essayer justement de donner un petit peu plus de grain à moudre aux spectateurs. Et voilà, là... il y a un ARG, une fiction qui est sortie sur YouTube qui s'appelle Valle Verde, qui a été fait par un très jeune Argentin. Et c'est incroyable. Et donc, malheureusement, ce gars-là, je pense même qui a plus travaillé que Kind Pixels au niveau du rendu, visuellement parlant, en fait, si jamais, malheureusement, il n'y avait pas de vidéaste pour mettre en avant 3 années de travail et à mon avis d'énormément de sacrifices, en fait ça resterait complètement sous les radars. Et du point de vue YouTube, ouais, c'est ça. Après, moi, à côté de YouTube, j'ai une activité artistique aussi qui a vraiment rien à voir avec ma chaîne. Et oui, je me reconnais tout à fait dans ce qu'ils peuvent dire, notamment sur le côté méta, Internet, justement aller chercher justement les émotions qui en fait nous parlent à toutes et tous, quoi. Donc, par le biais de l'horreur, évidemment, toujours. Et aussi, un petit côté qui était signalé avant, que je trouve très intéressant, c'est l'inattendu. Justement, sortir de la map, aller vers un endroit qui n'était pas prévu ou qu'on n'avait pas pu imaginer. Vous avez fait notamment des vidéos d'exploration de mondes virtuels, de mondes virtuels qui étaient prévus à la base pour des jeux massivement multijoueurs, mais ils sont toujours en ligne, mais il n'y a plus personne qui y est. C'est ça. Dessus. Et là aussi, ça provoque une émotion qui est extrêmement... Il y a une mélancolie très très forte et qui peut se rattacher justement à ce dont on parlait tout à l'heure, aux espaces liminaux, parce que c'est vraiment des lieux qui à la fois existent et n'existent pas, donc qui sont vraiment des lieux de passage qui ont perdu leur utilité première, qui sont complètement dépouillés en fait de tout sens, mais qui restent là. Et donc le fait de se promener là-dedans, c'est tellement improbable que la moindre petite rencontre fortuite, quand il y en a, ça peut vite être en fait
très dérangeant parce qu'on se dit mais pourquoi cette personne est là, alors que bon, on y est aussi, mais c'est ça qui est... Peut-être expliquer l'anecdote qu'on avait évoquée un peu plus tôt. Oui, donc dans une vidéo sur les enfers virtuels, j'avais parlé d'un streamer qui s'appelle Vsauce qui avait rencontré, pareil, dans un monde virtuel a priori abandonné, un personnage. Pendant un moment, il croit que c'est un PNJ, donc un personnage IA, et finalement, il se rend compte que non, et donc ça rend la chose vraiment très, très, très bizarre, parce qu'a priori, rationnellement, personne ne devrait avoir comme temps libre de se promener tout seul tous les jours et se faire passer pour un PNJ. Mais voilà, après, on est 8 milliards sur Terre, il en faut pour tous les goûts. Hein. Ouais, bah c'était. Alors, moi, j'étais complètement surpris. Je m'attendais à. C'est flippant. Hein. Ah ouais, non, c'est complètement très flippant flippant. d'être dans un jeu vidéo et tout d'un coup, qu'il y a un personnage non-joueur qui s'avère être un personnage joueur et qu'on n'avait pas détecté en tant que tel. Ouais. Là, il y avait une forme de fantastique, même d'horreur. Oui. Complètement. Particulièrement efficace. Ah, c'est magistral. Ouais. Et aussi parce que ça s'insère, comme ça a été évoqué un petit peu plus tôt, dans notre quotidien, dans notre chez nous, sur notre écran, à la maison, là où on est normalement en toute sécurité. C'est la rupture qui crée l'horreur. Le PNJ, personnage non joueur, on s'attend à ce qu'il ait des choses très 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 scriptées. Il n'est pas censé nous surprendre. Non. Donc là, c'est parfait. Ouais. Mais c'est aussi quelque chose que vous recherchez dans cette forme d'horreur, la surprise, là où par définition, on ne l'attend pas, vous essayez de l'évoquer, de la produire. J'en reviens sur The Siren, mais en fait, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, ou alors à Cooking for William. Où, bon, je me doutais bien que ça allait déraper à un moment ou à un autre, mais je ne pensais pas que ça allait aller du tout dans cette direction-là. C'est plus l'empathie pour le personnage non-joueur que j'essaie de raconter. Cette idée... moi, je pense que quand j'étais plus jeune, les personnages non-joueurs... Enfin, j'avais tendance à humaniser un petit peu tout. Il y avait une plante que j'aimais particulièrement, il y avait un machin. Et du coup, les personnages non-joueurs, c'était presque mes amis à ce moment-là. Et du coup, je me pose beaucoup la question de et si ces personnages non-joueurs l'étaient, qu'est-ce qui se passerait si ils prenaient conscience tout d'un coup qu'ils étaient virtuels et que qu'est-ce qu'ils auraient à raconter s'ils captaient qu'ils étaient enfermés. D'ailleurs, Obscuria a fait une vidéo sur la série qui passe sur Twitch. Ouais, sur Watch Me Forever. Ouais. Ah, peut-être quelques mots là. Qui est une série qui est générée entièrement de manière procédurale, donc c'est-à-dire que le script, le rendu visuel, les voix, les musiques, tout est généré par IA, donc c'est diffusé sur Twitch 24/24. Et donc, au début, c'était un peu, on sentait que le script était très improvisé, mais assez rapidement, tous les personnages ont commencé à avoir des crises existentielles, les unes après les autres, et des fois avoir des réflexions très très deep sur leur nature même de personnages générés de manière artificielle. Et puis surtout, ils manifestent une envie de sortir de cet endroit-là, parce qu'en réalité, ils sont malgré tout nourris de tout un tas de conversations humaines, d'un open source gigantesque, Et donc, au final, on se rend compte que, en tout cas, c'est la conclusion à laquelle j'arrivais, que oui, les réflexions existentielles parasitent tellement les humains qu'on a réussi à contaminer la machine avec, j'imagine, des tonnes et des tonnes de forums Doctissimo ou de trucs comme ça. Et c'est assez fascinant de se dire que vraiment, en fait, nous, on essaye d'occulter un petit peu les moments où ça va pas, où on se pose des questions. La machine ne parle que de ça. Donc la machine est beaucoup moins pudique que l'humain. Ça donne des instants quand même qui sont même quelquefois assez creepy. Oui, bien sûr. Non seulement visuellement, mais aussi dans les conversations. Ouais. Où là aussi, on revient un petit peu sur le PNJ, le personnage non-joueur, qui d'un coup s'adresse aux téléspectateurs, et c'est extrêmement déstabilisant. Et autant dans cette série-là, c'est vraiment c'est très très absurde et c'est très très angoisse existentielle. Je crois que dans ce que je raconte, il y a une espèce il y a une souffrance qui est plus... j'ai envie de dire une souffrance plus douce, mais c'est comme expression. Si, je trouve que ça correspond assez. Où mes personnages non-joueurs, ils s'adressent perpétuellement aux joueurs en disant toi, t'as bien de la chance parce que toi, t'as la possibilité, toi, les choses, tout s'arrête quand t'éteins ton ordinateur. Moi, je reste là, à t'attendre. On a évoqué juste à l'instant cette vaste thématique
pour les dernières minutes de notre rencontre, parce que le temps file extrêmement vite et j'aimerais quand même laisser un petit peu de temps pour les questions. Mais parmi les nouveaux outils, il y a notamment les intelligences artificielles de tout type. Et vous avez fait une expérience dans l'une de vos vidéos, c'était sur les monstres. Ouais, c'est ça, ouais. Celle sur les monstres, avec la génération on va dire ça un mini court-métrage vidéo fantastique, où vous étiez arrivé à la conclusion que c'était pas très satisfaisant en réalité. Alors j'aimerais peut-être que vous reveniez là-dessus et peut-être aussi un petit peu ouvrir, y compris en termes de musique, en termes de mise en scène. Est-ce que l'IA, c'est vraiment le futur de la création artistique et notamment la création artistique d'horreur? Peut-être d'abord sur cette vidéo-là. Oui, alors je disais qu'effectivement c'était pas terrible et qu'il y avait surtout un gros biais à la période où la vidéo est sortie, parce que tout ce que je raconte n'est plus du tout valable, ne serait-ce que 3 mois après. Mais oui, il y a l'énorme biais de ne voir finalement sur Internet que les meilleures réalisations, les choses impeccables. Quand on s'attelle un petit peu à essayer de générer des courtes vidéos, c'est pas terrible. Après, là, il y a un nouveau soft qui est sorti qui s'appelle Runway 3, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui propose des vidéos de 10 secondes. J'ai passé 2 semaines dessus. On a l'impression qu'il y a 20 ans entre le Runway 2 et Runway 3. Donc, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant et c'est exponentiel. Donc, non, je ne dirais pas que c'est mal fait. Après, de toute façon, maintenant, on va se départir petit à petit des impératifs techniques, je pense. Donc, tout va falloir impérativement mettre l'accent sur la manière de raconter les histoires, et puis, sachant qu'en fait, les scènes pourront, à terme, être générées par IA ou avec l'appui de l'Unreal Engine, mais en même temps, les IA et l'Unreal Engine fonctionnent tellement bien ensemble qu'on peut créer des textures sur une IA et les mettre directement plus ou moins sur l'Unreal Engine. Donc oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va y avoir de plus en plus de gars de 16 ans qui vont sortir des trucs incroyables tout seuls dans leur coin. Et c'est super. Une réflexion peut-être au niveau également musical, puisque c'est l'une de vos spécialités. Comment est-ce que vous jugez les outils de génération automatique de musique actuellement ? Alors honnêtement, j'ai pas encore testé. Je sais que j'imagine un petit peu ce que ça peut être. Ça générera sans doute des bouts de morceaux à partir de prompts, comme ça le fait déjà avec l'image. J'ai hâte de voir. Après, moi je suis très enthousiaste de manière générale avec l'IA. Je trouve que c'est un outil qui devrait pas faire si peur que ça, dans le sens où c'est des choses qu'on fait déjà depuis très longtemps, c'est-à-dire on a besoin d'une image, on va sur Google Images, et puis on fait copier-coller, sauf que là c'est mieux, parce que c'est une image qui est un peu mieux, qui est faite sur mesure. Ouais. Sur mesure, et du coup c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une version améliorée du copier-coller, quoi. Et du coup, ça me fait pas peur, parce qu'un copier-coller, ça copie quelque part. Et du coup, il faut forcément des originaux. Du coup, des artistes. Mais en tout cas, en tant qu'outil, c'est super. À l'occasion de Resident Evil, beaucoup d'artistes ont utilisé de l'IA. Notamment, d'ailleurs, franchement, c'est un peu de pub. À la Villa, il y a un petit iPad. C'est le projet Smitten, qui est du coup un site internet qui utilise du coup beaucoup d'intelligence artificielle sur un lycéen qui disparaît de manière mystérieuse dans un bunker. C'est un mélange de vidéos, de fausses images, et c'est un blog en fait. Et à Beau Hôtel. À Beau Hôtel, ouais. Et c'est un vrai... c'est impressionnant, ils ont fait ça en une semaine. Et il y a beaucoup à découvrir. Il y a beaucoup d'IA, mais ça se voit pas tant. Non, c'est très effacé. C'est juste, ils ont fait une fausse personne, et des fausses personnes, des fausses images, des images fan footage, et voilà quoi. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Je vous propose, on a encore 13 minutes pour quelques questions. Je vois qu'il y a quand même du public, donc je vous incite à... Moi, j'ai plein de questions, je peux encore tenir 2 heures si vous voulez, mais je préférerais vous écouter vous. Il y a un micro, alors qui
aurait une question. Oui, il y a là, madame. Merci pour vos 3 interventions, c'était super intéressant. Et j'avais une question par rapport au creepypasta et au SCP. Si vous pensez que plus tard, dans l'horreur sur Internet, est-ce qu'on pourra les revoir potentiellement dans des jeux ou bien dans des histoires, ou bien vous pensez qu'il n'y aura plus de place pour ce genre d'histoire? Ou pas, quand vous dites SCP, vous pensez à la fondation SCP, c'est ça? Oui, donc c'est une création donc Internet collaborative ouais. Autour d'une agence qui pourchasserait et capturerait des monstres. Qui confine des entités diverses et variées. Ouais. Pour aller très très vite, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. SCP pour Secure, Contain, Protect? Oui, c'est ça, exact. J'ai l'impression que c'est déjà le cas, du coup. Il y a déjà des jeux vidéo qui utilisent qui utilisent certaines figures un peu emblématiques des SCP. Et je pense qu'il y a, à vous de me donner votre opinion aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a justement beaucoup de place sur Internet pour la création. Donc dans le futur, les SCP, c'est une mythologie qui est tellement extensive. Les creepypastas, juste cette pratique de se raconter des histoires d'horreur et de les partager, c'est tellement des pratiques communautaires que je n'ai pas l'impression que ça va s'épuiser. Au contraire, il y aura toujours de la place pour que des gens les utilisent. Donc ouais, je pense que ça va continuer. Je pense même que c'est le début. Clairement, il va y avoir un boom, ça va exploser. Quoi. Si ça n'est pas déjà le cas, oui, c'est déjà le cas. Il y a énormément de jeux sur Steam, sur les plateformes de téléchargement de jeux vidéo, sur le thème de la SCP. Il va y avoir un film aussi qui va sortir. Non, je pense qu'à mon avis, la SCP, c'est tellement riche que, de toute façon, il y a du matériel pour vraiment beaucoup d'adaptations possibles. Après, les creepypastas, de manière plus générale, ça va dépendre desquels, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de creepypastas qui sont publiés. C'est vrai qu'il y a peut-être l'âge d'or des creepypastas est un peu passé, mais je pense que ça reviendra très rapidement. Et surtout que les creepypastas, c'était utile à l'époque où il n'y avait que le support textuel. Maintenant, où justement, on peut inclure assez facilement grâce aux IA ou grâce à l'Unreal Engine, etc., ou Unity. Je pense que maintenant, les gens, comme ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ils font des choses peut-être un peu plus audiovisuelles, plus que textuelles, je pense. Après, c'est un peu une autre take, mais moi, mon avis, c'est que genre, quand ça, parce que c'est pas encore adapté, mais quand ça va être adapté au cinéma, ça me fait très très peur. Oui, ça va sûrement être nul. Hein. C'est vraiment propre à Internet et c'est franchement très bien que ce soit propre à Internet. Vous pensez que c'est quelque chose qui est tellement dépendant en fait du médium Internet que ça perdrait de sa substance en l'adaptant en série TV ou en... Clairement. Et de manière générale, c'est déjà des choses qu'on voit dans le jeu vidéo. Ça a toujours été très difficile à adapter en ce sens aussi. Mais il y a des bons contre-exemples aussi. Moi, j'y crois. Oui, il y a des contre-exemples. Ça peut, à mon avis... Je pense qu'il y aura tellement d'adaptations de la SCP en film ou série qu'il y en aura certainement dans le lot une qui sera pas mal. Il y a déjà une adaptation un peu lointaine, mais de la Fondation SCP... qui n'est pas un jeu vidéo super niche qui s'appelle SCP 3482, c'est Control, le jeu vidéo. Okay. Et c'était pas mal. Ah bah oui. Et ça sort d'Internet, mais ça rend hommage à ce truc-là de façon un peu pas mal. Et par rapport aux jeux vidéo, c'était bien The Last of Us. Yeah. Non, c'est très bien, mais le jeu vidéo... Oh là là, je me déteste. Mais... Bon, il y a un détail qui est intéressant, peut-être pour rebondir, c'est que l'image qui a conduit à la création des backrooms ne vient pas de la Fondation SCP. Par contre, la structure narrative en communauté Internet qui s'est construite exactement sur le modèle de la Fondation SCP, où c'était vraiment le même type de wiki. En fait, qui a été créé. Donc finalement, on peut aussi espérer des poupées gigognes qui chacune engendrent d'autres œuvres. C'est sûr. Ouais, et puis c'est open source, ça c'est propre à Internet. C'est la plupart du temps c'est anonyme. D'ailleurs à Resident Evil c'est quelque chose qu'on essaie de cultiver un petit peu, la culture du censorship, de l'anonymat.
bonjour. Et c'est quelque chose qui est très très ancré dans Internet. On ne sait pas qui a créé les backrooms. Et d'ailleurs, franchement, une petite pensée pour lui. Oui. Peut-être qu'il est là, on ne sait pas. Mais oui, c'est propre à Internet. Et c'est quelque chose que je chéris beaucoup. Merci. Une autre question? Quelqu'un? Oui, monsieur, là. Bonjour, merci. C'est une question plus artisanale. En fait, vous avez fait comment votre cagoule? Enfin, comment vous avez choisi ce style ou... Alors, ma mère est à la retraite depuis peu. Et du coup, elle a dû trouver des occupations de personnes retraitées. Et donc, au lieu de me retrouver avec des pulls moches, je lui ai dit, maman, fais-moi des cagoules. Voilà comment ça s'est passé. Voilà. Ah, parce qu'il a plusieurs cagoules. Hein, ouais, j'en ai plein. J'en ai plein. Ouais. Fashionista des cagoules. C'est ça. Un petit peu. Merci. Une autre question? Oui, au fond là-bas. Bonjour. Donc depuis tout à l'heure, on parle de jeux vidéo, de posts Reddit, etc. Et bien sûr, de tous ces jeux vidéo, on parle d'œuvres d'art. Quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, je ne sais plus qui, mais les jeux vidéo, c'est de l'art, etc. Et comment est-ce que vous sentez justement dans on va dire, l'industrie de l'art? Est-ce que vous êtes bien accueillis? Est-ce que vous sentez que vous avez une place? Pas encore? Est-ce que ça évolue, etc. C'est ma question. C'est horrible. Enfin, vas-y. Ça va de mieux en mieux. Tout mon travail d'artiste vont dans ce sens-là. Essayer de créer une porosité, enfin de plus en plus de liens entre des médiums qui traditionnellement ont déjà leur lettre de noblesse et le jeu vidéo, qui reste un médium très neuf et souvent très attaché au divertissement. Et le faire rentrer dans ces autres espaces, c'est effectivement complexe, mais ça se passe de mieux en mieux. Je parle que de moi, mais j'ai récemment été invitée à montrer mon travail lors de l'East Art Basel. J'ai eu des cartes blanches de la part de musées, le musée d'art de Puy, notamment, où tu as pu voir The Siren. J'ai de plus en plus de liberté. Je suis représentée par une galerie qui montre du jeu vidéo, qui montre de la réalité virtuelle. Et même, il y a de plus en plus de manifestations artistiques dans des lieux traditionnellement occupés par de l'art contemporain qui vont montrer de l'art numérique ou qui vont montrer du jeu vidéo. Donc oui, je pense que au début, l'art vidéo, il n'était pas hyper bien accueilli non plus. C'est juste une question de temps. Mais là, on est à un moment un petit peu charnière où tout le monde réalise qu'on ne peut pas passer à côté, y compris le monde de l'art contemporain. Il y a plein de... Il faut aller à la HEK. Il y a eu le Centre Pompidou-Metz qui a fait une expo World Building où il y avait plein d'œuvres vidéoludiques qui venaient à la fois d'artistes qui créent du jeu vidéo comme médium principal, mais aussi d'autres qui ont une pratique diverse et pour qui le jeu vidéo, c'est une sorte de tournant dans leur carrière, d'essai. Mais il y a plein de choses qui se font et je suis assez positive. Ça se passe. Je sais pas, moi, tant que ma mère n'a pas reconnu que ce que je fais, c'est de l'art, on n'y est pas encore. Est-ce qu'il y a une réflexion ou bien on passe à une autre question Là, je n'interviens pas en tant qu'artiste, donc je les laisse répondre à ce sujet-là. Certes, vous faites des vidéos analytiques, mais je trouve que ce que vous produisez, ça se rapproche quand même d'une production qu'on pourrait qualifier quelquefois d'artistique. Votre montage, c'est pas... Il y a une direction artistique, oui, mais ça n'a rien de comparable à ce qu'ils font. Après, moi, évidemment, en dehors de la chaîne YouTube, j'ai d'autres activités, certaines artistiques. Et je suis peut-être plus dans un domaine plus formaté, c'est moins étrange et nouveau. Donc, je ne suis pas confronté, on va dire, à une incompréhension de qui que ce soit. Voilà. Donc ça va. C'est fort, ça, d'être compris sur Internet. C'est ça. Merci. Une autre question? On a encore quelques minutes. Oui, là-bas. Bonjour. Oui, c'est un peu en lien en fait avec la question qui a été posée avant et donc sur comment on peut observer aussi une forme de captation de cette culture qui, comme vous le disiez, est très liée à des questions d'anonymat et on va dire à une forme d'open source par des industries comme le monde de l'art, comme le monde du cinéma.
et où moi, je sais pas, c'est une question que je me pose aussi, hein, c'est-à-dire comment est-ce que, parce que moi j'adore ce qui se fait sur Internet et tout, mais comment ensuite on peut se positionner quand on est en dehors d'Internet d'une certaine manière, est-ce qu'on peut capter comme ça ces choses pour une propre pratique? Et par exemple, je pensais à une personne pas comme Thiéman, qui est une personne qui vient vraiment de l'essai, et qui lui, quand il a voulu traiter l'Internet, est allé sur Internet. Et donc je me demande, est-ce qu'on peut vraiment sortir l'art d'Internet d'Internet, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité du médium et que d'une certaine manière, ça va toujours nous échapper? C'est un problème qu'on a avec Residence Evil, parce que du coup, c'est des œuvres, des artistes qui viennent pour faire des choses sur Internet, et on ne sait pas encore exactement comment faire en sorte que ça soit diffusé autrement dans un contexte de résidence. Là, on expose à la Villa et on espère que c'est une première proposition. Et c'est vrai que sortir Internet d'Internet, c'est une question pas totalement résolue, je dirais, de par la spécificité de son médium. C'est-à-dire, on trouve les choses sur Internet dans un certain contexte. On va sur TikTok, on trouve une vidéo, c'est dans un contexte de slide. On va sur YouTube, on te découvre. Et puis, c'est très différent d'arriver dans, par exemple, effectivement, dans un livre ou où on découvre une œuvre qui vient d'Internet, ou ici ou dans un musée. C'est très difficile, je pense, de sortir Internet d'Internet. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que ce que tu fais, c'est super, parce que dans ce sens-là, c'est toi qui permets aussi de mettre en lumière Internet, en fait, parce que tu es sur Internet, justement. Et c'est ça. De toute façon, après, en termes de médias, il y a Internet, il y a la télé, il y a la presse. Je pense qu'Internet, c'est une écrasante domination de ce que les gens peuvent voir. Mais là où c'est intéressant, c'est que je sais pas, par exemple, je vais parler que des ARG, de toutes ces choses-là, ou des backrooms, par exemple. Il y a des gens aux États-Unis ou en France, des gens comme Feldub, qui arrivent à faire des vidéos qui sont vues, 3 millions, 4 millions de fois. Donc ça veut dire que, oui, lui, en tout cas, il va permettre justement de révéler, on va dire, à la face de la France, tout du moins, au moins à 4 millions de personnes, un ARG hyper niche. Donc oui, il y a quand même des percées. Après, est-ce qu'il faut vouloir que Feldub présente une chronique dans au 20h ou je sais pas quoi, qui sorte vraiment d'Internet, je sais pas. Mais non, il y a quand même... il y a des belles percées qui ont été faites. Et à mon avis, c'est un processus qui va s'accentuer là, prochainement. Mais je pense que, d'ailleurs, on pourra terminer là-dessus, mais ce que je trouve vraiment très intéressant, auquel vous participez, vous trois, ici, c'est qu'il y a quand même une nécessité de médiation, de porter au public des œuvres au travers de résidences, au travers d'Internet de manière générale, au travers de YouTube qui permet de révéler des choses. Donc finalement, on aura toujours besoin, d'une manière ou d'une autre, de personnes qui font la passerelle et puis qui vont simplement nous présenter des choses. Et puis imaginer qu'il suffit de cliquer, qu'on va trouver les plus grandes œuvres d'art tout seul sur Internet, c'est un petit peu illusoire vu le nombre de pages. Il y a des forums pour ça, c'est ça qui est fascinant aussi. Justement, tout est référencé, mais en fait, ça demande un temps fou de creuser jusqu'à trouver quelque chose qui nous plaise et qui corresponde à nos attentes. C'est difficile, et c'est pour ça que justement, il y a des gens comme moi ou d'autres, on vulgarise d'une certaine manière un petit peu l'esthétique Internet horrifique. Ouais. Avec des galeries d'art, avec des résidences. Et eux, ils créent l'esthétique. Oui. Voilà. Parfait. Écoutez, on est arrivé au terme de cette discussion. Je vous remercie. Vraiment, c'était absolument passionnant. J'espère que ça vous a passionné comme moi. Et puis, je crois qu'on peut les applaudir, tout simplement. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne suite de festival.